Olivier et Sophie, je vous laisse commencer cette journée. Je suis très heureuse d'être ici avec Olivier Douzou, personnalité bruxelloise, mais créateur, éditeur, auteur, à la dimension nationale et internationale. Ensemble, nous avons fait un livre tout blanc, donc c'était normal qu'on se retrouve aujourd'hui. Et je voulais aussi me souvenir aujourd'hui qu'un soir, sans doute de novembre, dans les lisières noires des boulevards périphériques de Rodez, nous avions tous les deux rencontré Hélène Bonnet qui nous avait fait part de son envie de créer un événement sur la littérature jeunesse au sein du musée Soulages tout neuf. Et grâce à elle, très peu de temps après, quelques mois après, j'avais eu cet extraordinaire privilège de donner la première conférence ici au musée Soulages, dans cette pièce. Et certains d'entre vous étaient déjà là, sur le noir dans l'album jeunesse. Donc, je voudrais dédier cette journée à la mémoire d'Aline qui, la première, a eu cette idée, qui avait magnifiquement organisé les choses. Et voilà, une salutation à tous les amis du musée qui je pense, ont de toute façon penser pour elle aujourd'hui. Alors, on va faire un petit exercice de synthèse, un preview ce matin de tout ce que vous verrez dans la journée. Essayer de faire une petite rétrospective rapide, puisque le temps nous est à tous compté, de la présence du noir dans la littérature jeunesse, et puis ensuite on échangera avec Olivier, à la fois sur la manière, en tant qu'éditeur, dont il voit et travaille le noir dans l'album, mais aussi en tant que créateur d'album. Alors, les choses avaient assez bien commencé pour le noir dans la littérature jeunesse, puisque l'une des toutes premières collections d'albums identifiés comme tels, nommés comme tels, la collection des albums Stahl, était bel et bien imprimée en noir sur le fond blanc de la page. C'était alors quelque chose qui ressemblait à des croquis d'un papa peintre et illustrateur, Lorenz Fröhlich, avec des textes de Stahl, qui est en fait le pseudonyme de l'éditeur, de ce premier éditeur à véritablement penser la littérature, en insistant sur ce terme, la littérature pour la jeunesse, et donc qui lance cette collection des albums Stahl en 1862, en donnant une orientation à l'image pour la jeunesse, puisque je pense que c'est assez évident, il crée des images qui vont centrer leur sujet et surtout se positionner à hauteur d'enfant. Mais voilà, la tranquille mademoiselle Lily est quelques années après perturbée par mademoiselle Marie Sansoin, beaucoup plus agitée, vibrillonnante, mais surtout mademoiselle Marie, elle est en couleur. Donc mademoiselle Lily, out the window, et c'est là que commence la grande histoire de la littérature en couleur, selon les mots de François Révidal, et je suis sûre que Loïc reviendra sur cette notion. Donc à partir de là, la littérature pour la jeunesse est une littérature en couleur et qui va, je dirais jusqu'à aujourd'hui, vous le savez, vous le voyez, constamment renouveler, rivaliser, de démonstrations chromatiques très impressionnantes dans ces albums pour enfants. Donc, toute l'histoire, finalement, c'est de se demander comment le noir va revenir, comment le noir va réussir à se faire une place dans les livres pour enfants. Évidemment, ce sont les artistes qui vont porter cette couleur dans le livre pour enfants. Par exemple,
lors en tout cas les mouvements qui ont suivi la sécession viennoise avec Karl Otto Czeska en 1969, et cette légende dit Nibelungen qui va donner des livres pour enfants avec une intensité du noir que je pense que vous pouvez percevoir malgré les multiples reproductions en cascade que subit l'image que vous avez sous les yeux. Et il y a une production exceptionnelle pour la jeunesse de ce mouvement, et notamment des ateliers viennois qui introduisent de manière très spectaculaire cette question du noir qui bien entendu sert magnifiquement toute cette esthétique du motif et de la couleur. C'est aussi un artiste, Clément Heurd, formé auprès de Fernand Léger à Paris dans les années 30, qui va réussir dans un album pour la petite enfance, là aussi, à introduire le noir, mais de manière extrêmement progressive tout au long d'un livre, en baissant l'intensité de la lumière de cette pièce. Et tu vois pas très bien, mais ça va. Et en mettant cette pénombre finalement en scène, c'est l'un des axes narratifs visuels de cet album de 1947. Alors le noir n'est pas forcément évident dans Max et les Maxi Monstres, mais malgré tout, ce travail du trait, ce travail de la hachure est tout à fait inhabituel dans ces années 60, j'ai envie de dire aux États-Unis, mais en réalité à New York, en 1963, et bien entendu, il signe une œuvre d'exception, que je pense vous connaissez tous, qui s'affranchit complètement des codes de la littérature enfantine, parce qu'il s'agit de la renouveler en profondeur, et de la renouveler en s'adressant à l'enfant, en déployant à partir de ce moment-là un véritable art pour l'enfant, qui n'est pas un art par destination, qui n'est pas un art qui passe par des parents, par des éducateurs, mais qui s'adresse directement à l'enfant, et en particulier par la dimension visuelle du livre. Parce que voilà ce qu'était l'album jeunesse de cette époque. Alors certes, aujourd'hui, on redécouvre des Garth Williams, on redécouvre des Richard Scarry, et j'en passe, mais enfin, c'est le début aussi de l'album industriel, de l'album mass market, et là, le noir est tout à fait proscrit. Il ne s'agit pas de mettre en scène ou de développer de quelconque proportion de noir, mais bien entendu, vous voyez, on est aux antipodes de Max et les Maxi Monstres, c'est-à-dire que en fait, Maurice Sendak a pris le contre-pied de cette conception d'un livre pour enfants, joyeux, lumineux, harmonieux, qui ne met en scène que des petits animaux mignons à poil, à fourrure, et qui sont des petits animaux et dont tous les prénoms se terminent par Y, signe qu'ils sont petits et mignons. En voilà un autre qui prend le contre-pied, à la même époque, au même endroit. Tommy Ungerer lance une série d'animaux qui ne sont pas des petits animaux domestiques mignons, mais qui sont des gros animaux sauvages, potentiellement un peu dangereux, qui n'ont pas le poil tout doux, et qui l'amènent, et qui ont des prénoms déjà datés dans les années 50, et qui l'amènent à véritablement développer là le noir, non plus comme un trait, mais véritablement comme une forme, une présence en aplat, qui certes lui sert aussi à mettre en valeur sa gamme chromatique qui a une dimension symbolique, et bien entendu il s'appuie aussi sur le contexte contemporain d'effervescence graphique qui a lieu à ce moment-là à New York, et notamment au travers du Pushpin Studio,
mais qui va là aussi renouveler l'approche de l'album pour enfants et en faire une narration visuelle. Ailleurs, un petit peu avant, en Italie, l'un des grands artistes du second futurisme italien, Bruno Munari, dès 1956, produit un livre tout noir, avec un papier teinté dans la masse, et donc sur lequel il s'agit d'imprimer en couleur, mais le livre est absolument, là c'est un livre charnière en ce sens, puisque toutes les pages et tout le fond du livre est noir, et donc il s'agit d'imprimer en bleu et en jaune. Vous l'avez peut-être remarqué, tous les exemples que j'ai montrés jusqu'à présent se passent de nuit, avec la lune. Et c'est évident, et on le verra je pense tout au long de la journée, que cette thématique finalement de la nuit, dans l'album jeunesse, la nuit qui est ce temps et cet espace interdit aux enfants, et qui est donc par essence un espace fantasmatique pour l'enfance, donc un espace de projection imaginaire. Mais Bruno Munari n'a pas que représenté la nuit et n'a pas que travaillé sur fond noir, mais aussi, bien entendu, ce travail magnifique dans le brouillard de Milan, donc là 10 ans après, avec cette impression sur papier calque et qui lui permet de donner une dimension signifiante à la matérialité du livre. Et Bruno Munari se pose, grâce aux rééditions de Corani, puis en France du Seuil, et enfin des grandes personnes, comme le grand inspirateur, y compris de la génération actuelle, dans cette compréhension, dans cette acceptation du livre comme un tout, comme dirait Béatrice Concelet. Le noir, là aussi, avec beaucoup de densité, beaucoup d'élégance, traverse le livre pour enfants, pour la jeunesse, avant que Gallimard ne devienne jeunesse, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, et Nathalie reviendra sur cette photolittérature qui traverse la littérature pour la jeunesse, avec un travail de photographie en noir et blanc d'une grande élégance esthétique. Loïc reviendra aussi sur Patrick Courrentin, mais moi c'est mon album chouchou de l'enfance, et je ne peux pas ne pas en parler dans ce panorama, d'abord parce que c'est un livre qu'on a oublié dans sa version première, puisqu'il a été réédité dans les années 90, je pense que Loïc bien sûr le signalera, mais avec des fonds blancs. Mais au départ, le chute de Patrick Courrentin émerge du noir, ces figures et ces créatures hybrides émergent du fond noir de la page. Et en fait, alors que le blanc de la page semble se poser dans l'attente finalement du geste créateur, on l'a vu avec Mademoiselle Nini, c'est le croquis qui arrive sur la page blanche, tout se passe comme si le noir concentrait l'imaginaire, le retenait là en ses fonds sombres, comme une bête tapie dans l'ombre, qui n'apparaîtrait que par surgissement. Et on voit que ce noir, c'est tantôt l'absence, tantôt la présence, mais que, en tout cas, c'est un ressort puissant de l'innovation, de l'avant-garde dans la création pour la jeunesse. C'est aussi le signe d'une économie, mais qui peut devenir, avec le sourire qui mord, parce qu'il fut un temps où il était moins onéreux d'imprimer en noir qu'en couleur, ce qui n'est plus le cas forcément aujourd'hui. Donc une logique économique, mais qui devient, avec le sourire qui mord, une esthétique de l'économie, de l'épure et de ce trait qui ne reçoit que très, très partiellement et très succinctement, éventuellement, des aplats de couleurs. On avance.
Éléonore reviendra, elle aussi, sur les imagiers, notamment les imagiers de Tana Oban. Mais j'ai trouvé intéressant dans ce rapide panorama historique du noir dans l'album jeunesse de constater le malentendu persistant autour de ces imagiers dont on répète fréquemment qu'ils sont magnifiques parce qu'au moins les bébés peuvent les voir. Les bébés, pas plus que les chiens ni les chats, ne voient en noir et blanc et n'ont besoin de contrastes si poussés pour regarder les images des livres. Donc c'est assez intéressant aussi de voir comment on imagine que le noir peut être la couleur idéale simplement pour favoriser la vision des tout-petits, alors qu'eux sont déjà ailleurs, et en tout cas que Tana Oban n'était pas dans cette intention, que son intention est une intention de photographe américaine, du quotidien, et qui veut attirer l'attention des enfants sur les formes, l'esthétique qui les entoure dans leur environnement familier. Et donc c'est pour ça qu'elle fait des silhouettes de ces objets du quotidien de l'enfant, tout simplement pour former le regard à la forme. Et finalement, ça n'a absolument rien d'évident de représenter des objets en silhouette. C'est véritablement une éducation du regard dès la petite enfance. Et ça, c'est intéressant aussi de voir comment finalement toute l'histoire, et encore aujourd'hui, de la littérature jeunesse peut-être mésestime finalement les compétences et les appétences des enfants, puisque ce bébé chouette, tout sombre, à milieu de l'esthétique des albums pour les tout-petits, je pense que vous êtes nombreux à le savoir ici, de manière tout à fait empirique, est un best-seller auprès des bébés. Et le noir est assurément, comme ces portraits sur fond noir de beaucoup de beaux bébés, qui est un autre best-seller de la petite enfance, à quel point le noir est une couleur, non pas qui permet la vision, mais qui est une couleur dont l'esthétique ravit d'ores et déjà le regard des tout-petits. Donc le noir qui peut aussi, dans tout un monde, être rapproché du prénatal même, quasiment, et c'est assez intéressant de voir comment cette figure finalement du bébé et de son lien au noir est aussi représentée dans l'album jeunesse, avec cette page très audacieuse d'Anthony Brown dans Tout change, qui est superposée à la vision du bébé. C'est-à-dire qu'on met vraiment en dialogue le noir, la lumière qui arrive dans le noir et l'arrivée d'un bébé. Je vois Marie-France qui regarde sa montre. Moi aussi je regarde ma montre. Autre usage du noir, qui rejoint celui d'Anthony Brown avec István Bányai, et cette page de gauche maintenue dans le noir pour justement favoriser cette superposition des pages et ce principe de zoom arrière exploré par István Bányai. Ces années 90 sont des années d'audace pour l'album jeunesse, d'exploration, de nombreuses orientations artistiques. Béatrice Poncelet est pour moi l'une de ces grandes artistes de l'album, qui, vous le voyez, a aussi fait naître de la page sombre, de l'obscurité, des figures, et qui n'hésite pas, dans un geste assez audacieux, à quasiment noyer son texte dans la pénombre de ses décors. Anne Brouillard, en 1994, donne une illusion du voyage en train exceptionnel dans un album en noir et blanc, mais là aussi mal entendu. Beaucoup pensent qu'elle met en scène un train de la déportation parce qu'elle représente, elle travaille au noir charbonneux et ténébreux. Et puis,
vient la décennie de la couleur, de la PAO, de l'espace, de l'emplissement. Olivier, tu n'étais plus au Rouergue à cette période. C'était 1 an après ton départ, après 10 ans de... non, plus... 7 ans, pardon, de travail au Rouergue, donc je ne te ferai pas l'affront de t'interroger sur cet objet. Mais pour dire qu'il y a eu... voilà, c'est des mouvements de balancier. Clairement, dans les années 2000, l'excitation autour de la PAO a fait qu'on a eu des espaces emplis dans l'album. Le noir a quasi disparu, la couleur, les figures, les typographies en cascade sont apparues. Et finalement, c'est par le blanc et par le patrimoine, par le passé, que le noir est revenu dans l'album pour la jeunesse. Et donc on voit par exemple, en comparant deux productions des Chapelets, de la couleur, de l'envahissement, du volume, du désordre, de l'emplissement vraiment, et l'un des livres peut-être les plus audacieux, les plus forts de toute l'histoire de la littérature jeunesse, que personne n'a retenu. On y va, des Chapelets, on y va, on y va. Hélène Riff, heureusement peut-être plus identifiée, ce livre extraordinaire, Papa semé en 4, qui réussit l'envahissement du noir, de la pénombre, comme une éclipse symbolique et magnifique, une atmosphère extrêmement forte et une liberté, c'est-à-dire que là le noir est l'outil de la liberté d'une créatrice qui s'est affranchie, elle aussi, de tous les codes. On reviendra avec Antoine tout à l'heure, mais cette année 2004 a été très riche pour le noir. Et Antoine nous expliquera comment un livre tout noir, avec un loup qui fait peur, est devenu lui aussi un best-seller extraordinairement plébiscité. Peu de temps après, Benoît Jacques, éditeur confidentiel, auto-édité, signe lui aussi un best-seller et ils ont bougé. Et il fut temps alors pour Hors-Cadre de signer ce numéro sur le noir et qui a peut-être sanctionné toute cette histoire. Et cœur sur Françoise Gouillot-Beauchamp et Marianne Bérissi ici présentes qui ont été de cette aventure. Je me tourne donc vers Olivier, puisqu'en 2001, il avait effectivement quitté les éditions du Rouergue, dont il avait pris la direction artistique, la direction éditoriale des albums en 1994, 1 an après la parution de Jojo Lamache, ce livre qui a changé le cours de l'histoire de l'album jeunesse. Et en 2002, Olivier, tu es éditeur aux éditions de l'Ampoule, Une petite lumière, et tu es notamment l'éditeur de ce TNT en Amérique de Jochen Garner. Est-ce que tu veux décrire le principe de ce livre ? Alors le principe du livre, c'est le caviardage, qui habituellement est un exercice littéraire qui consiste à glisser des mots ou des lettres ou même des phrases pour changer le sens en fait du message initial. Et là, ce TNT en Amérique a été réalisé sur un original enfin pas un original, mais un album de Tintin en Amérique. Et Jochen Garner a retenu en fait tous les actes de violence, qui soient minimum ou pas, les onomatopées, tout ce qui engendrait un peu de violence dans cet album, qui effectivement est assez violent en fait pour un album d'Hergé. Et donc ce principe-là, effectivement, il a été fait, cet album-là, il a été fait avec un recouvrement d'encre sur la version originale. Ah oui, c'est ça, c'est parce qu'il a pris vraiment les toutes premières éditions pour avoir les trames, pour avoir les trames et la couleur du papier.
Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que quand on découvre ce livre, on a immédiatement envie d'aller voir l'original en se disant mais c'est pas possible, il n'y avait pas tout ça. Il a dû truquer, il a dû rajouter des choses. C'est vrai que c'est un album, contrairement à ce qu'on peut croire, qui est très lumineux parce que tout est. C'est un album, c'est une ville de nuit en fait, ou c'est un pays de nuit en tout cas. Mais comme peut l'être une ville américaine. Voilà, et moi, c'était un album qui n'était pas forcément destiné aux plus petits, mais c'était une lecture d'un album d'Hergé. Et qui a signé pour Joran Garner, qui avait déjà fait des albums avec toi, au Rouergue Jeunesse, qui a signé pour lui une démarche vraiment authentiquement artistique à partir du livre, et vraiment il y a un avant et un après pour l'œuvre de Joran Garner de TNT en Amérique, c'est-à-dire que là il y a une dimension tout à coup artistique qui se produit à partir du livre. D'ailleurs je pense que Benoît de Cron, le conservateur du musée Soulages, connaît très bien la démarche artistique de Joran Garner, qui depuis effectivement a quelque peu basculé dans l'art contemporain. Et le caviardage, il te poursuit? Il me poursuit assez récemment en fait. Ouais. Donc 2019, j'ai pu... oui, c'est ça. Donc il y a la face cachée du prince charmant, puis bien entendu, il y a son corollaire, la princesse rebelle se dévoile. Donc là, on est en 2019, pardon, 2021. Alors là aussi, peut-être je te laisse présenter le concept, mais là aussi, il faut qu'on revienne et qu'on repasse, qu'on fasse des allers-retours entre deux pages pour être sûr de ce qu'on a vu. Plus facile en PDF en fait, c'est plus facile à l'écran, parce qu'on a un glissement de l'image qui est plus intéressant. Là c'est un double voire triple caviardage, puisqu'il y a le texte qui est caviardé. On le voit sur, si tu peux le montrer sur on le voit sur la couverture en fait. Là c'est la première et la deuxième de couverture. Vous regardez le texte à gauche et le texte à droite. Et là on a le texte à droite qui effectivement change le sens. Et tout le noir a recouvert l'image de gauche en fait. C'est ça qui est moins évident, c'est qu'il y a aussi un caviardage. Donc c'est un double caviardage. De cette image. Peut-être on le voit mieux dans... Et en plus, c'est vrai qu'il y a effectivement dans le titre même un jeu sur le mot caché en fait, qui est le principe technique de l'album. Caché par la page tachée. Voilà. Et le triple caviardage, on va dire, c'est que le sens est complètement inversé, c'est-à-dire que ce prince qui respecte tous les codes des bons princes est un affreux pétochard, donc, et toute l'histoire joue aussi sur le double sens et le sens même inversé. Donc je vous laisse quand même, parce que c'est assez incroyable. Donc là aussi, vous voyez, c'est une image précédente caviardée, exactement. Donc là, c'est le grand talent d'Henri Meunier, c'est cette image-là. C'est-à-dire qu'à partir de cette image-là, il crée celle-ci. Il faut savoir qu'ils sont à deux. En fait, c'est Guillaume Guéraud au texte et Henri Meunier à l'illustration, que le texte a précédé l'illustration. Et c'est un casse-tête, en fait. Bien résolu, mais il y a des auteurs qui se prêtent à ça, qui disent banco quand on leur présente ce genre de projet. Enfin, c'est Guillaume Guéraud qui l'a présenté à Henri Meunier. Et c'est vrai que pour moi, ça paraissait irréalisable. Et en tant qu'éditeur, du coup, ton rôle dans ce livre-là, est-ce qu'il gère le casse-tête tout seul ou... Ouais, non, c'est de gérer la cohérence et d'aller jusqu'au bout. Par exemple, moi, j'ai voulu un texte de quatrième parce que je voulais que le texte de quatrième soit aussi un caviardage, en fait. Je voulais que le titre, et ça c'est où j'ai cherché avec eux du coup, ait un lien avec la technique d'illustration. Et toi aussi, quelque part, tu as fait du caviardage. Ouais, moi c'est plus simple. Là c'est un livre qui a été pensé sur le principe
simple de c'est éteint ou c'est allumé, quoi. Donc on ne voit pas les mêmes choses dans le noir et le jour, et c'est vrai que c'est des images qui jouent en miroir. Et avec le passage sur un ours d'une petite fourmi qui en dessine des traits particuliers. Donc par ici, c'est un jeu, quoi, comme d'habitude. Donc moi j'aime jouer avec les gamins. En fait, j'aime aussi donner des codes particuliers au livre. Et là, le code, c'est qu'il y a la page de gauche qui s'éclaire quand celle de droite s'assombrit, quoi. Mais il y a aussi un jeu de superposition, parce que finalement, la fourmi, elle se glisse entre le blanc et le noir. Ah oui, la fourmi, c'est celle qui fait le lien entre les deux. Ouais. Qui dépasse chaque fois quelque part, et qui constitue un élément majeur de l'ours, qui finit par la manger quand même, parce qu'on est quand même dans un livre noir. Et c'est encore une fois en 4e de couverture qu'on en a la certitude. Oui, voilà, ouais. C'est important la 4e de couverture. Depuis les albums du Rouergue et Olivier Douzou, oui, on a considéré que c'était important la 4e de couverture. Le noir, c'est presque un caviardage avec Michel Galvin, dont on parlera aussi. Michel Galvin, ouais, je pense que c'est sinon, il y a une force presque. C'est quelqu'un qui a des couleurs très pastel, par ailleurs, à côté du noir. Comme si, en fait, c'est le noir qui domine chez lui, mais c'est Michel Galvin, c'est un illustrateur qui dessinait beaucoup dans la presse dans les années 2000 et qui faisait tous les faits divers dans Libération. Donc il dessinait en noir et ça avait vraiment du sens dans la page de Libé. Et quand il est venu au livre jeunesse, c'est vrai qu'il a des formes récurrentes, comme des grandes taches noires en fait qui apparaissent dans ses bouquins. Je ne demande pas pourquoi, mais je sais que c'est quelque chose de récurrent. Tu t'es pas demandé pourquoi, parce que moi je me demande tout le temps pourquoi. Non, mais je... Oui, je suppose. On aura la réponse? Je sais pas. J'ai des hypothèses. Super, on va les écouter. Non, mais je pense que c'est un bon souvenir de son travail en noir et blanc dans la presse. Ouais. Mais quand même, il y a une dimension, une charge symbolique dans ce trou noir notamment qui nous intrigue énormément. Le noir, c'est aussi l'émanation d'une technique, d'un choix d'un médium. Est-ce que c'est clair pour Marine Rivoal? Marine Rivoal, voilà, elle travaille en gravure avec toute technique de gravure ou d'impression aux encres. C'est un long travail besogneux et c'est vrai que c'est là le noir, en l'occurrence dans ce livre-là, était total. Je pense que la couleur est venue après. Et juste pour éclairer deux petits points, et c'est vrai que le noir, dans ce livre-là, éclaire complètement ces deux petits personnages et a une valeur vraiment de fond assez signifiante, c'est assez présente. Et on retrouve encore Henri Meunier, et là on a plusieurs exemples dans le catalogue du Rouergue. Finalement du noir qui renoue avec les origines de la littérature jeunesse, avec le conte illustré, donc dans l'exemple de Cendrillon d'Henri Meunier. Là aussi c'est un défi qu'on s'était lancé avec Henri Meunier, c'est qu'il avait réécrit des histoires en jouant sur les mots, et je lui ai dit mais ça serait bien que tu les fasses à la manière de... En fait, moi je voyais bien, pas de Gustave Doré, mais je me suis dit, ça serait bien qu'on en fasse un objet classique comme si ça avait existé depuis très longtemps. En fait. Mais d'ailleurs, il est très proche de Cruikshank, qui était le premier illustrateur. Là, il y a quasiment... Il faut savoir que c'est le même illustrateur qui a fait cet ouvrage-là, celui qui a fait la face cachée du Prince Charmant, le Caviardé. C'est-à-dire que il y a des illustrateurs à qui on peut lancer des défis en fait et d'aller vraiment jusqu'au bout dans la réalisation. Henri Meunier, par ailleurs, qui entre en illustration jeunesse parce qu'il découvre... Et là,
on a plusieurs exemples dans le catalogue du Rouergue, finalement, du noir qui renoue avec les origines de la littérature jeunesse, avec le conte illustré. Donc, dans l'exemple de Cendrillon, d'Henri Meunier. Là aussi, c'est un défi qu'on s'était lancé avec Henri Meunier, c'est qu'il avait rédigé, réécrit des histoires en jouant sur les mots. Et je lui ai dit, mais ça serait bien que tu les fasses à la manière d'eux, en fait. Pour les lire, hein. Moi, je voyais bien, pas de Gustave Doré, mais je me suis dit, ça serait bien qu'on en fasse un objet classique, comme si ça avait existé depuis très longtemps, en fait. Mais d'ailleurs, il est très proche de Cruikshank, qui était le premier illustrateur. Là, il y a quasiment... Il faut savoir que c'est le même illustrateur qui a fait cet ouvrage-là, celui qui a fait la face cachée du Prince Charmant, le Caviardé. C'est-à-dire qu'il y a des illustrateurs à qui on peut lancer des défis, en fait, et d'aller vraiment jusqu'au bout dans la réalisation. Henri Meunier, par ailleurs, qui entre en illustration jeunesse parce qu'il découvre les albums du Rouergue, ils sont quand même quelques-uns, type Anne Herbaut et compagnie, à être entrés dans l'édition jeunesse par le travail que tu as fait au Rouergue. Mais je dirais comme toi, c'est un illustrateur extraordinairement ductile qui est capable de faire, qui n'a jamais cherché une signature d'illustrateur, mais qui se renouvelle quasiment à chaque projet. Ouais. Ça, en même temps, c'est important parce que c'est un peu la consigne que j'avais donnée au début un peu au Rouergue, et c'est pas de faire des séries et pas de... Aux gens, j'attendais qu'ils amènent les lecteurs un peu plus loin à chaque nouvel album. Et c'est vrai que très tôt, il y a des auteurs et des illustrateurs qui m'ont proposé des séries et je me suis jamais senti très à l'aise, même si on en a fait quelques-unes dans les séries. Quoi. Et des mémorables. Ouais, on a fait. Continue. Ce lien-là, alors c'est quoi? C'est aussi quand même l'illustration de Doré, parce que là, par exemple, avec Nathalie Fortier, c'est la forêt quand même. C'est cette forêt ténébreuse du Petit Pousset. Mais la forêt, c'est toujours mystérieux pour les enfants. C'est la Silva, et Silva, étymologiquement, c'est l'endroit où on se perd. Et je pense que la peur de se perdre ou l'objectif de se retrouver sont très présents chez les gamins, quoi. La peur d'être perdu, d'être égaré. Le fantasme d'être perdu. Ouais, ça, et de pleurer sur soi. Ça existe, ouais. Donc, la forêt, ça, effectivement, c'est un territoire qu'a beaucoup exploré Nathalie Fortier. Avec là, on a traité ce livre en deux couleurs, justement parce qu'il y a deux manières de raconter, il y a deux récits. Et il y a un récit qui est plus léger que effectivement ces images qui sont à gauche, qui sont un peu plus sombres. Et ténébreuses. Et toi aussi, tu retournes au classique, au livre illustré, et alors qu'on te connaît quand même dans un exercice de la couleur singulier et audacieux, tu fais cet exercice du noir, mais qui est aussi, je crois, un exercice du médium, du crayon, finalement. Au départ, je pense que la majorité des auteurs-illustrateurs travaillent en noir. Donc moi c'est... Parce que le croquis, parce que l'esquisse. Parce que le croquis, l'esquisse, le principe aussi de l'édition qui veut qu'on observe un projet d'abord sur un chemin de fer, où ce sont des crayonnés. Je ne sais pas si je te les ai envoyés, les crayonnés d'Henri Meunier, de Gaëtan Dorémus. C'est pas les crayonnés, je crois. Si, c'est la première phase. Il y a 3 images. Il y a 3 images avec... Tu veux qu'on y aille ? Ouais, ça m'évitera de parler de moi comme ça. Super. T'inquiète pas, je te le prépare, on y reviendra. Voilà, ça c'est par exemple, voilà, le noir, c'est ce qui précède effectivement toutes les images dans la mécanique de l'édition.
Là, c'est le premier, donc c'est un livre sur la nuit qui va sortir en mars. C'est les premiers crayonnés de Gaëtan de Dorémus, donc vous voyez, c'est assez grossier. Et après, il y a une deuxième phase, alors là, c'est pris sur sa table lumineuse, où tout le traitement graphique est beaucoup plus fin. Et Pardon, je voulais essayer de zoomer, mais ça marche pas. la qualité de l'image est vraiment mauvaise, hein, mais c'est voilà, c'est un travail en cours. Et la troisième phase, c'est ça, en fait, avec la couleur, la mise en couleur. Donc, et ça, cette mise en couleur, je pense qu'il faut le préciser, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas se faire sans cette phase du noir. Ah oui. C'est ça, mais de toute façon, le projet est validé dans son écriture, qui est en noir aussi, et dans son dessin, tout est en noir, tout est validé en noir. Souvent, quand ce sont des nouveaux illustrateurs, moi je leur demande de me donner une idée de la mise en couleur, en fait. Mais la plupart des chemins de fer, on arrive en PDF en noir. Donc c'est le noir est vraiment une phase très... c'est le socle. Ouais, c'est le principe de base. Mais moi, je sais pas comment font les autres illustrateurs, mais moi je dessine toujours à la main et en noir sur des feuilles blanches, quoi. Voilà, c'est... Et alors c'est assez ordinaire dans l'édition, je pense. Et qu'est-ce qui fait que parfois, alors je pense que c'est pas exactement le crayon que tu utilises dans ce travail préparatoire. Ah si, c'est un gros crayon. Toujours, tu utilises toujours un gros crayon dans ton travail. Ah non, ça... Là, ce que je veux dire, c'est que dans Buffalo Bell, finalement, c'est ce travail qui persiste, ce premier travail de la main, du contact direct avec le papier, le crayon, le papier, mais qui devient un trait... le médium est quand même différent c'est le socle. Ouais, c'est le principe de base, mais moi je sais pas comment font les autres illustrateurs, mais moi je dessine toujours à la main et en noir sur des feuilles blanches, quoi. Voilà, c'est... Et alors c'est assez ordinaire dans l'édition, je pense. Et qu'est-ce qui fait que parfois... Alors, je pense que c'est pas exactement le crayon que tu utilises dans ce travail préparatoire. Ah si, c'est un gros crayon. Toujours, tu utilises toujours un gros crayon dans ton travail. Ah non, ça... Là, ce que je veux dire, c'est que dans Buffalo Bell, finalement, c'est ce travail qui persiste, ce premier travail de la main, du contact direct avec le papier, le crayon, le papier, mais qui devient un trait... le médium est quand même différent de ce travail d'esquisse ou de préparatoire. Là, c'est un livre que je voulais faire illustrer à Michel Galvens. Tiens donc. Ouais, il a refusé, il m'a dit non, il faut que tu le fasses, quoi. Et parce que c'est un livre qui parle, je vais résumer très rapidement, qui parle des hésitations d'un enfant qui est fille et qui se sent garçon, en fait. Et je me suis dit, voilà, le traitement qui me plairait le plus, finalement, en faisant mes recherches, c'était de dire que c'était un travail sur l'esquisse, parce que c'est finalement un profil de personnage qui est en train de s'inventer, qui est en train d'hésiter. Et j'ai travaillé avec un gros crayon, un crayon énorme, parce que le trait, justement, avait des accidents et on ne pouvait pas trop maîtriser. Donc il n'y avait pas une maîtrise totale de l'illustration. Il y avait des accidents et pour moi c'était important que le trait soit hésitant, aussi hésitant que le personnage. Bon, en fait, c'est un livre où les ils sont remplacés par les elles. Le fusil, fusel, persil, percel, etc. Et ce qui est assez extraordinaire dans cet album, je trouve, c'est que cette narration, qui est effectivement, tu disais, une narration de l'hésitation, mais aussi de l'interrogation face à l'avenir, et donc qui peut être à la fois un peu difficile, mais aussi extrêmement lumineux, et c'est que cette même technique, cette même esthétique, elle va aussi bien nous emmener vers une émotion très pesante que vers énormément de légèreté, comme ici.
Ouais, je sais pas comment les. En fait, je me suis pas posé beaucoup de questions, comment les gens allaient le recevoir, mais pour moi, c'était difficile de faire quelque chose de très figuratif, de très achevé. Ouais, de très achevé, quoi. C'était ce personnage, parce que le personnage était en recherche aussi, donc inachevé. C'est le moment où Marie-France va commencer à nous faire les gros yeux. Donc, on va peut-être arriver assez proche de la conclusion. Olivier, en tant qu'auteur, ou en tant qu'éditeur, ta réflexion, finalement, après tout ça, sur la question du noir dans l'édition jeunesse? C'est curieux parce que la couleur a été souvent associée au progrès, en fait, dans le monde en général. C'est-à-dire que les premiers ordinateurs qui se sont colorés, c'était une révolution. Les premiers Mac, la télé, le cinéma, ça a été une révolution. Je pense qu'après, ça a été une révolution, comme tu l'as dit tout à l'heure, technique, parce que les imprimeurs ont réussi à imprimer. Le noir aussi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des révolutions aussi dans la mise en couleur des textes aussi. Il faut savoir que jusqu'aux années 90, tous les textes étaient en noir, et on faisait des cartouches dans les images pour n'avoir qu'un film à changer en fait à l'impression, le film du noir. Et donc le texte est noir, et c'est vrai que la révolution a eu lieu aussi là-dessus avec l'informatique, où on a pu mettre des textes en couleur, et je pense que le texte contribue dans sa mise en forme aussi à la mise en forme globale de l'image. Donc après, moi en tant qu'éditeur, j'ai pas du tout d'a priori sur le noir. J'aimerais qu'il y ait des bouquins, mais d'ailleurs on en fait un avec Marine Rivoal sur les couleurs de la nuit, en fait, qui est sur fond noir, pratiquement avec juste des couleurs qui ponctuent. Moi j'aimerais faire plus de livres en noir, hein. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de réserves de la part du public, quoi. Ou de la part des représentants, ou de la part des libraires peut-être aussi. Voilà. Gageons que c'est une belle couleur, le noir. Oui, c'est la plus belle des couleurs sans doute. Gageons qu'une journée comme celle-ci fasse un tout petit peu bouger les choses. Merci infiniment Olivier, ta parole elle est rare mais toujours extrêmement précieuse. Merci Sophie. Une façon de rééditer ce miracle du noir qu'on voyait dans la gravure au XIXe siècle, que ce soit Gustave Doré ou même Callot, donc plutôt. Alors voilà Maurice Sendak que tout le monde connaît. Hein, donc, ici, j'aurais pu aussi prendre le livre d'Olivier qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est ce travail au trait direct qui est extrêmement fort. Qui montre des ombres au premier plan, à quelques coups de crayon montre la profondeur, le mouvement à droite avec ce personnage qui sort, le chien et les réserves de blanc pour la tête qui montrent l'œil, le contour de l'œil, etc. Donc là c'est très simple, c'est très parlant, c'est un travail, c'est crayon brun un peu charbonneux à gauche, mais tout ça est extrêmement vivant. Donc là c'est un travail de Suzy Lee. Le chien de Gabriel Vincent, que peut-être vous connaissez, où on a pareil cette espèce de humanité rendue aux bêtes avec ce travail pareil, très léger, de coup de crayon qui dessine un arrière-plan, et puis la vision de ce chien qui se retourne avec le blanc, réserve de blanc sur le corps et sur le visage, sur oui, comment on peut dire la gueule, enfin, je sais pas. Et à droite, un autre traité crayonné très fort. Voilà. Alors,
Du côté de la gravure, no, typo, xylo, alors évidemment c'est pas forcément la vraie gravure ou linogravure, mais c'est à la manière d'eux. Il est difficile de savoir exactement pour, je crois, Catherine Stringel, c'est de la gravure, de la linogravure. Bon là, Topor, moi j'ai tendance à penser, mais c'est très difficile de le dire tant qu'on n'a pas la certitude que c'est vraiment de la gravure, même s'il a fait seulement l'image princeps et pas les autres à l'intérieur. Mais vous voyez la capacité avec ces hachures, donc de montrer un arrière-plan, un premier plan, le blanc, encore une fois, qui est source, enfin la lumière, c'est le noir du livre qui va faire que le blanc du visage s'éclaire, donc très fort, et puis du blanc dans l'arrière-scène, avec les personnages qui sont en train, on voit avec des parapluies, des silhouettes, des simples silhouettes, mais qui sont extrêmement prégnantes. Donc un travail absolument incroyable. Voilà, ça aussi, alors là on pense à comment dire, à Gustave Doré avec les ciels. Benoît Jacques, on en a un peu parlé, donc je vais très vite, donc avec cette linogravure qui fait un travail expressionniste, ces personnages sont Thomas Perrineau qui est intarissable sur le noir et blanc, qui travaille plutôt la xylographie, voilà, avec ce conte, voilà, on voit tous les plans qu'on peut faire avec des trames différentes, avec des usages du noir différents. On a vu ça hier, comment le noir faisait sortir la lumière. Il valide le blanc de la page, tout d'un coup elle est signifiante. Voilà, ça c'est comme hier on l'a vu. Alors les noirs organiques que j'ai appelés organiques faute de mieux. Je ne veux pas trop rester longtemps sur ce travail, mais qui est absolument incroyable, où il n'y a pas de... C'est pas un noir charbonneux pour le coup, c'est un noir lisse, de fluidité du trait de pinceau, mouvement, plein et délié comme une écriture, avec des réserves de blanc d'où sortent les scènes qu'il faut montrer. Alors, voilà, alors là, c'est presque un traitement, moi je dirais, qui s'apparente au travail pictural. Un détail. Alors, voilà, là je ne vais pas trop m'attarder puisque cet après-midi il y aura un travail, mais je retrouve ce même travail, cette capacité à montrer la lumière dans ce travail de Gaia Bielski, qui, je crois, présentera des choses cet après-midi. En tout cas, vous aurez l'occasion dans la semaine d'en parler avec elle, peut-être. Donc voilà, ce magnifique travail que... Enfin, là, c'est très intimidant de parler quand les auteurs sont là, parce que j'ai appelé ça organique, mais je suis bien en peine de dire pourquoi, si ce n'est que c'est le geste direct qui fait partir la lumière, etc. Là, on voit bien, puisqu'on a parlé hier des vitraux, que pareil, ce noir, là, qui est d'un travail beaucoup plus composé, absolument magnifique, mais qui crée une dimension avec différents plans, on voit bien que la lumière la traverse de la lumière par cette verrière, donc qui me rappelle les vitraux. Voilà. Donc là, un autre. Alors, j'ai envie de laisser les derniers mots parce qu'il me semble qu'ils font écho énormément ici aussi au travail de Pierre Soulages, parce que tout d'un coup, ça m'est apparu. Alors que évidemment, j'ai éliminé 14 conclusions avant d'arriver à celle-là, mais donc celle-ci, c'est quand on dessine à l'encre de Chine, au pinceau noir, je lui laisse donc la parole, hein, c'est Matotti, qu'on a vu tout à l'heure pour Hansel et Gretel. Quand on dessine à l'encre de Chine au pinceau noir, à chaque ligne au pinceau, le noir devient une autre couleur. Parfois, quand je fais mes forêts, que je fais des images seulement au pinceau, en noir et blanc, c'est la possibilité de jeter des images très directement, mais aussi projeter dedans des couleurs, des atmosphères. C'est la magie d'un instrument seul. Bon, conclusion, j'espère ne pas avoir des mots. Parce que même s'il est très connu, apparemment, je vais quand même retracer un peu son parcours professionnel de ce monsieur qui a eu beaucoup de métiers au sein du monde de l'édition pour la jeunesse. Comme ça, on aura une vision peut-être un petit peu plus claire de son œuvre et de la manière dont il l'a créée. Donc, cette police de caractère qui s'appelle Baskerville, aussi systématique, et une illustration originale à chaque fois. Hein. C'est pas de la banque d'images comme on fait aujourd'hui. On commande à chaque fois à un illustrateur une image spécifique pour le livre. Et donc à nouveau, Patrick Couratin va utiliser la mine de plomb et dessiner en noir, mais en jouant avec ce fameux fond blanc qui lui est imposé, et nous révéler en passant une autre de ses obsessions graphiques, la symétrie. Donc pendant cette décennie 1970, hein, tout au long de ces années 70,
Alors attention, parce que pour Patrick Couratin, le noir est une couleur qui se vit, une couleur qui se vêt. Il est toujours habillé en noir. Comme son ami l'illustrateur Jean-Michel Nicolet, c'est quelqu'un de très élégant, et il va adopter des tenues entièrement noires, ou juste rehaussées d'un t-shirt blanc. Il faut se rappeler le premier défilé en 1981 de Yohji Yamamoto dans la cour carrée du Louvre, et la grande impression qu'il fit, et surtout la grande influence qu'il a eue, notamment en imposant le noir dans de nombreuses garde-robes. Ajoutez à cela des boots anglaises portées en alternance avec des répétos noirs, et vous aurez une idée de la silhouette de l'homme. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il ne se déplace qu'au volant d'auto noirs, entre autres une Jaguar MK2 noire. Donc, il en a eu plusieurs, il n'a pas eu que celle-ci. Et d'ailleurs, une fois, il avait l'opportunité d'acheter une très belle Mercedes. Enfin, on lui en avait proposé deux. Il y en avait une qui était noire, qui était dans un état correct, assez coûteuse. Et à côté, il y en avait une grise qui avait été révisée parfaitement et qui était beaucoup moins chère. Donc il appelle sa femme et il lui dit « Qu'est-ce qu'on fait ?» Elle lui dit « Arrête, prends la grise, c'est très bien. » Il prend la grise et le lendemain, il casse la grise, il a un accident. La seule fois qu'il a un accident avec une voiture, c'était avec ça. Donc le surlendemain, il est retourné acheter la noire. Son appartement, au départ une succession de chambres de bonne qui vont réunir Tina Mercier et lui, Tina Mercier en un appartement justement, incluant leur atelier de dessin, sera en revanche entièrement blanc. Il va concevoir certains éléments comme une cheminée tout en angle, plus art déco que nature. Et donc, à partir de cette chronologie, donc je vous ai raconté un petit peu toute cette carrière, etc., donc on va revenir un petit peu plus sur ces manières d'aborder le noir. Alors d'abord, première évidence, le noir, c'est l'encre. Hein. Comme on a vu, le noir, c'est d'abord celui de la typographie, des lettres imprimées à l'encre noire sur le papier. C'est probablement pour cette raison qu'il va rapidement prendre en charge les questions de design graphique au sein d'Arlingquist. Tous les livres qu'il a conçus pour cet éditeur ne sont pas entièrement noirs, et d'ailleurs, il n'en a pas ces années-là le privilège. La maquette d'Alala, par exemple, 1970, est signée de Bernard Bonhomme, et vous noterez comment ici le noir révèle le titre blanc, et comment il met en valeur les dessins aux couleurs psychédéliques de son ami Nicole Clavelot. De la même manière, cet album de 1968, paru aux éditions du Cerf, va utiliser ces deux blocs noirs que vous voyez pour donner aux mots imprimés une valeur dramatique peut-être plus grande que s'ils avaient été imprimés en noir sur fond blanc. Le fer est placé tantôt à gauche, tantôt à droite, afin d'être toujours organisé selon la croix qui, vous voyez, est au centre de la composition. Le rôle du noir est ici aussi de rendre plus lumineux les fonds des illustrations. Hein. Vous voyez ce rouge, ce bleu, des couleurs primaires. Cette remarquable composition, d'une modernité évidente, n'est malheureusement pas créditée dans le livre. Les illustrations, elles, sont de Jacques Lescampf. Si nous prenons maintenant quelques couvertures de Patrick Couratin, nous pouvons dégager quelques usages récurrents. Tout d'abord, sur Ainsi soit l'œuf, donc 1974, qui est un ouvrage collectif, puisque 12 illustrateurs se succèdent dans ces pages. Et quel y est le rôle du noir? Sur la couverture, vous voyez, c'est un cadre autour du dessin de Nicolet. Déployons cette couverture, et là, tout c'est clair. Hein, vous voyez les initiales à gauche, Arlingquist, c'est un livre d'Arlingquist, qui est le cadre au sein duquel les illustrateurs peuvent s'ébattre en liberté. Pour Patrick Couratin, le noir ne dissimule rien. Le noir révèle. Le noir n'a pas de part d'ombre, il est au service de la lumière, de la couleur, de la même manière que Patrick Couratin met son talent au service des autres, au service des images. Le noir de Patrick Couratin, c'est la liberté, c'est la fête. Voilà. Pour l'une, comme pour l'autre, si finalement cette entrée dans le livre par le noir est véritablement conditionnée par votre usage du médium. Est-ce que c'est vraiment le médium qui vous amène au noir? Bon, moi c'est totalement l'inverse en fait qui s'est passé. Pour vous expliquer donc l'histoire, je vais parler du coup du livre des monstres. Donc c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un livre qui se lit dans le noir. Donc les monstres sont cachés dans les pages et c'est par un rétroéclairage en fait qui vont apparaître. Voilà. Ça part de la peur du noir. Mais l'idée elle n'est pas venue en pensant à sa finalité. J'ai été stagiaire au Doigt qui rêve, qui est un éditeur spécialisé qui fait des albums tactiles à destination de tous les enfants, dont les malvoyants et non-voyants. Et en faisant des recherches, donc je voulais faire des images blanc sur blanc, donc je faisais du découpage de papier blanc collé sur papier blanc pour faire des images tactiles comme des bas-reliefs.
Et quand j'ai expérimenté ça, je suis passée devant ma lampe de bureau par accident. Donc on parlait de la sérendipité hier, c'est un peu ça. Et j'ai trouvé ça super beau en fait, parce qu'avec les différentes épaisseurs, ça crée des contrastes. Donc m'est venue l'idée de faire des images cachées en fait, qu'on révélait par la lumière. Je tremble. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux en faire et qu'est-ce que je peux cacher qui ait un lien entre forme et fond. En fait, le fond est venu après, et donc j'ai parlé de la peur du noir et de ces monstres qui se cachaient dans ma chambre. Voilà, comme moi j'ai traversé petite, il me faut encore trembler. Et le livre, donc la première version, quand j'étais étudiante à Épinal, c'était celle-ci. D'ailleurs, j'avais fait la jaquette de Kérem avec un outil de découpe, et c'était totalement blanc, imprimé en sérigraphie en noir, donc les textes. Voilà, j'ai voulu faire quelque chose d'assez puissant graphiquement, avec des surlignés en noir, et donc les monstres apparents en transparence. Il y a eu une deuxième version auto-éditée. Ensuite, pareil, toujours j'avais gardé le blanc et j'ai pas pu refaire la jaquette parce que j'avais épuisé les 80 exemplaires. Et donc j'ai cherché un éditeur et j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver une maison qui prenne ce risque d'un livre en noir et blanc et à image cachée. Mais c'est Poisson Soluble qui m'a publié la première fois, donc en 2016. Donc pas de noir et blanc. ça n'a pas été... voilà, c'est la grande question de faire une couverture noir et blanc. Moi, mon idée, quand j'ai présenté le livre, j'ai fait une maquette comme ça. Et on m'a dit, non, noir et blanc en jeunesse, ce serait bien de penser à de la couleur, voilà, il va falloir... donc, ça a été compliqué pour moi. C'est un livre que je n'assume pas la couverture, mais c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai fait un travail... Ah je vais bien. la typographie, là, j'ai retravaillé pour qu'en fait, ils se fondent dans les monstres quand les monstres apparaissent. En fait, ça révèle, là, il y a un serpent, et donc le texte se fond dans la silhouette. J'ai une lampe, si tu veux. Voilà, du coup, alors c'était une difficulté pour que ça reste lisible. Voilà, lisible et qu'en même temps, je garde... c'est dur. Alors, il est très dur à manipuler. Donc, c'est né agile. C'est né de la lumière et voilà. Et pour moi, il est plus efficace en noir et blanc qu'avec la moindre couleur. Il n'y avait pas de sens à mettre de la couleur. Parce que pour moi, ça commence déjà comme ça. Et puis, il y a des photographes. Moi, j'adore la photo, dont Viviane Mayer aussi. Saul Letter aussi, qui lui arrive aussi avec la couleur qui est assez merveilleuse. Mais il y a un livre de Saul Letter qui s'appelle In My Room, qui est magnifique. Et donc, tout ça, tout ce noir... voilà, introduit mon travail. Et bon, après, il fallait un peu de couleur, parce qu'effectivement, un représentant m'a dit au début, les libraires, ils voulaient pas ton livre parce que c'était en noir et blanc. Et voilà, mais c'est arrivé comme ça. Voilà. Finalise avec Photoshop. Par exemple, dans cette double page, 2 mots, nuages et gris, font le lien entre la photographie et le texte. C'est la bouteille de gaz avec le brûleur allumé qui déclenche ce retournement brutal avec toute sa puissance évocatrice. Ce choix est donc très fort de la part des 2 artistes. L'apparente sobriété de la maquette s'y au thème. Les images associées par une continuité plastique sont mises en valeur par un encadrement noir qui contraste avec la page blanche du texte. La répétition de cette organisation crée une atmosphère triste et douloureuse. Le format carré participe en outre au sentiment d'emprisonnement qui émane de l'album. En effet, sur un certain nombre de photographies, la profondeur de champ est absente. Les plans resserrés et les prises de vue en plongée illustrent subtilement ce ressenti. Le fond et la forme sont donc en adéquation. En définitive, de la rencontre entre la sobriété des photographies d'Agnès Propec et du texte de François David est né un album poétique où le jeu iconotextuel et la connivence subtile créent un espace dialogique qui sublime les 2 œuvres pour n'en faire qu'une. Cette première photographie à chrome résonne avec le sentiment de perte que dégage le texte. Elle permet de saisir le choix d'une épure sophistiquée, d'une austérité des formes de l'artiste. La photographie en noir et blanc permet effectivement de donner une importance à l'esthétique. Dans cette image, les contrastes de valeurs soutiennent la visibilité du réel. Le noir intense du cadre met en valeur par contraste le drap blanc, immaculé. Et celui-ci met en valeur à son tour la valise dans des tons nuancés de gris.
Ainsi, la valise placée sur un fond contrasté s'impose au regard. Le noir et le blanc ont cette capacité à dessiner des volumes sculpturaux. L'image est de fait extrêmement lisible en faisant ressortir le graphisme de la valise, des éléments qui la composent, comme la poignée, les serrures et de son contenu végétal. Le noir et blanc exalte de surcroît les ombres et la lumière. Les légères nuances de gris révèlent le pli médian du linge propre qui sort de l'armoire. Il lui donne également un léger relief, un aspect moelleux. La riche palette de rendu chromatique des noirs et gris forme un nuancier de valeur propre à traduire la texture et le relief du métal de la valise, des feuilles de chêne qu'elle contient. Les nervures principales et secondaires sont nettement visibles, leur état desséché est perceptible, sans nécessité d'un contact tactile. Le drap immaculé semble symboliser la vie avant la guerre, lumineuse, paisible, alors que cette valise, qui sera difficile de fermer, cherche à contenir des souvenirs en quantité innombrable d'un temps qui ne reviendra pas. Dans cette deuxième illustration, le cadre noir met toujours en valeur les nuances de gris de la photographie et les zones de noir intense de la tente centrées sur l'image. Ainsi, même placé sur un fond plus légèrement contrasté, l'unique objet de l'illustration s'impose au regard. Le clair-obscur obtenu grâce à cette large palette de rendu chromatique des noirs, gris et blancs photographiques met en valeur sa forme, son volume, le graphisme de ses lignes. Le choix d'une austérité des formes est à nouveau intelligible. Cette opposition subtile de lumière permet également de discerner le timide éclairage à l'intérieur de la toile et rend donc perceptible une présence démunie, matériellement et psychologiquement. Elle permet aussi au lecteur de distinguer très nettement cette pluie d'étoiles scintillantes et pourtant minuscules tombée sur la toile discrètement éclairée de la tente. Le nuancier de valeur de gris rend enfin visibles les aspérités et le relief du sol qui ressemble davantage à un béton sablé qu'à du sable de bord de mer. Le voyage n'est pas estival. En définitive, l'épure de cette photographie achrome nous fait revenir à l'essentiel. La vision est haptique, elle nous saisit, nous touche au sens propre comme au figuré. La tente semble en effet être devenue l'ultime refuge du voyageur en exode et devenu miséreux. Un voyageur dont les rêves sont morts, tombés du ciel, détruits par la guerre. Un voyageur dont les souvenirs sont ceux d'un temps perdu et dont l'avenir est dépourvu d'espérance et de lumière. Comme l'indique Renato D'Agostin, la photographie en noir et blanc est avant tout du silence visuel, le pouvoir d'oxymore du noir et blanc et l'ascèse visuelle qu'il sous-tend contribue à calmer le bruit environnant. La narration iconique n'en est que plus percutante. Le message est délivré avec force. Donc les albums pour enfants peuvent prendre des formes très diverses, on l'a vu tout au long de cette matinée. Et à partir des années 70, on a vu aussi, les progrès de la technique vont permettre de saturer les albums de couleurs, que ce soit chez Arlenquist, ou de déployer des palettes colorées, par exemple chez Nadja. Là aussi, on en a parlé déjà ce matin. La doxa veut que les enfants aiment les couleurs. Que penser alors de ces albums qu'on a regardés déjà depuis ce matin, et particulièrement des imagiers exclusivement en noir et blanc, et qui plus est quand ces ouvrages sont destinés à des tout petits en leur qualité d'imagiers, puisque c'est leur destination première. Ces albums vont finalement donc à l'encontre de la conception traditionnelle de l'imagier, perçu et traité en miroir du monde, donc en couleur, à l'image du réel. Le choix du noir et blanc serait alors a priori très contradictoire avec ce parti pris mimétique de cette catégorie d'albums. Enfin, et là le summum, des ouvrages complètement absurdes qui sont générés à partir de logiciels, ça fait mal, hein, je comprends, mais vous allez voir après, au début je m'étais dit je vais finir là-dessus et je me suis dit non, c'est juste pas possible. Mais ça n'empêche que je veux quand même vous les montrer, donc ces livres de contraste, avec Les bébés aiment le sport, où on est là aussi dans quelque chose de complètement absurde, parce que les images ne sont même pas vraiment lisibles pour des adultes. Donc qu'est-ce qu'on va comprendre? Enfin, je sais pas, quand vous faites du ski de fond, vous avez ça.
j'ai quelques doutes sur la chose. Ou quand vous faites du bullying, je me suis dit, quand on montre ça à un enfant, mais ça fait peur en fait. On a l'impression qu'on lance la tête du personnage, parce qu'il y a les yeux et la bouche, et il a perdu sa tête. Enfin, c'est cauchemardesque. Donc, au lieu de faire que votre enfant se sente mieux, vous le préparez à 20 ans de psychanalyse derrière, grâce à ces images. Donc je reviens à des livres qui peut-être essaient de tenir davantage compte, peut-être des recherches qui se font, mais en réinjectant quand même cette dimension artistique, et en interrogeant aussi notre représentation du noir dont on a déjà un petit peu parlé tout au long de la matinée. Et je vous livre une citation de Michel Pastoureau qui dit « Une couleur ne prend son sens, ne fonctionne pleinement, du point de vue social, artistique et symbolique, que pour autant qu'elle est associée ou opposée à une ou plusieurs autres couleurs. » Et donc, ça va être le dernier temps de mon intervention. Finalement, qu'est-ce que le noir et blanc fait à la couleur ou fait de la couleur quand on est dans des formes de contraste? Alors, j'avais inversé deux images, je voulais vous montrer déjà celle-là. On peut avoir des imagiers qui vont vraiment se centrer sur du noir et blanc, mais avoir des toutes petites taches de couleur qui vont permettre d'attirer l'attention sur les yeux, sur le cœur de la fleur, donc de rendre compte de l'objet proposé. Et puis, là encore, à partir d'un dispositif, c'est-à-dire ces ouvrages-là d'Amandine Laprin, qui travaillent sur la silhouette, mais par des jeux de tirettes, on va faire advenir la couleur, et on va avoir là aussi une réinscription dans un contexte plus large, et la tirette permet d'un côté de faire apparaître le mot, qui au départ ne l'était pas, il y avait vraiment juste la silhouette, et de l'autre côté va faire apparaître la couleur. Donc, une apparition des termes en plusieurs temps. Merci. Aujourd'hui, 30 ans après, c'est devenu le classique de la littérature jeunesse. C'est un indéniable classique. Il est enseveli sous une avalanche de discours critiques, d'exploitation pédagogique, et malgré ça, il est comme le phénix, le temps ne l'épuise pas. Ça, c'est absolument effarant. L'album manifeste d'entrée la puissance de l'artiste. Le geste est d'une assurance parfaite, le dessin à l'encre absolument, là aussi d'une perfection totale, avec des effets de lumière qui ne viennent que du papier blanc. Autre chose, je vais maintenant vous parler traits et gestes, parce que le noir, on va revenir à sa base, il s'agit d'un trait. Alors, les premiers traits, dans beaucoup d'albums pour enfants, surtout récents, on trouve beaucoup de traits que je dirais gauches, qui ont l'air mal finis, mal dessinés, comme si on ne savait pas faire, enfin très maladroit. Au début, ça m'agaçait. Moi, ça fait longtemps que je suis dans la littérature jeunesse, je me disais, quand même, on se fout un peu du monde. Et puis, ça m'a beaucoup accroché, beaucoup intéressé, plus récemment. Et vraiment, il y a quelque chose à sortir de ça qui est assez remarquable. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a, comme le dessin qu'on vient de voir de Yacouba, là où c'est parfait, on voit le dessin, on voit la forme. Quand le dessin est mal fait, on ne voit plus la forme, on ne la voit plus bien. Ce qu'on voit, c'est le geste qui dessine. C'est comme si on était presque plus attentif à ce qui a créé ce dessin mal fini que la forme qui se dissout d'ailleurs. À côté, on a quand même des questions. C'est ce qui a été le plus mal reçu par le public, c'est Cyrano. Cyrano, pour cet âge-là, mais vous pensez, comment vont-ils comprendre le théorème de Pythagore, enfin quand même, un an, et bien sûr la météo marine, déjà que ça nous enquiquine, alors que c'est l'intérêt pour les enfants. Oui, mais justement, alors moi c'est là que j'ai envie d'en parler, parce que pour moi, c'est ce qui fait l'exigence de cette série,
Bien sûr que les comptines, c'est merveilleux, tout le monde sera d'accord avec ça, le Petit Prince, le cerf et tout ça. Mais ça, c'est quoi? C'est le langage que nous partageons, un langage social, partagé par tous. C'est le premier partage du bébé avec les autres, les adultes, le monde dans lequel il entre, ce que Baudelaire appelait le partage des mots de la tribu. Ce sont les mots de la tribu qui sont là, avec les mots du théorème de Pythagore que vous avez tous dans la tête. Et l'enfant, tout petit, entend déjà cette musique. Le sens n'a pas d'importance s'il n'y a pas accès. Mais c'est la même musique que vous lui disiez n'importe quoi. La musique des mots, c'est ce qui va le faire rentrer dans le langage que celui du français que vous allez lui apprendre. Donc moi je trouve, à la fois pour ces raisons du texte, pour ces raisons graphiques, je trouve que c'est une collection très pointue. On sait pourtant que maintenant, j'ai une pédiatre de Bordeaux qui m'expliquait l'autre jour qu'on sait que les enfants voient les couleurs beaucoup plus tôt qu'on ne le croyait. Ils ont découvert récemment, apparemment. Donc, l'argument c'était un des arguments de ce livre, c'est pas si sûr que ce soit important, mais c'est pas grave. C'est une collection pointue parce qu'elle est parfaite au plan graphique, parfaite au plan culturel, au plan littéraire. Pour moi, c'est le noir en majesté, et les enfants se roulent dessus, paraît-il. Pour qui le noir, la lumière et l'infini sont des questions permanentes, le noir serait donc l'opposé de la lumière, et on pourrait se dire qu'on est rasséréné par la levée de cette première aporie. Alors pour aborder l'œuvre de Galvin, j'ai posé cette question. Michel Galvin broie-t-il du noir? C'est une question qui m'est venue d'une première impression de lecture. Et on a l'impression que c'est une question qui le taraude depuis longtemps, même depuis ses tout premiers albums. Et l'idée était, au cours de cette communication, d'essayer de déplier finalement cette première affirmation, se débarrasser des deux autres, qu'il va envoyer au fond du gouffre. Un gouffre, nous dit Galvin, un abîme sans fond. Il arrive à les précipiter dans cet abîme sans fond. Mais il ne va pas savourer très longtemps sa victoire. Parce que quand le cheval blanc revient, il se rend compte que ce cheval blanc a une petite tache noire sur la croupe. Et donc du coup, se pose pour lui une question existentielle qui revient souvent chez Galvin. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est un autre? Donc il y a beaucoup de questionnements sur l'identité dans ces albums. Donc il est envahi d'un doute, il voudrait absolument éclaircir cette question de l'identité du cheval, et il ne lui reste plus qu'à aller rechercher les deux autres au fond du gouffre pour pouvoir leur poser la question. Et donc à partir du moment où ils sont tous les trois au fond du gouffre, ils sont engloutis par les ténèbres, envahis par la couleur noire, et cette couleur noire elle devient matière. Donc ils ressortent de cette couleur emplie d'obscurité. Donc ils sont tous les trois noirs, donc ils sont devenus indistincts, l'un est devenu l'autre, et ils sont emplis d'obscurité. Alors bien évidemment, on tombe souvent dans des gouffres chez Galvin, et il va falloir, dans la quatrième étape, s'interroger sur ce gouffre, la notion de ce gouffre vide et plein tout à la fois. Donc repartir de là, du mythe de la caverne, un des textes fondateurs de la culture occidentale, l'idée qu'il faut s'arracher au noir pour aller vers la lumière, repartir aussi bien évidemment d'Alice, du tunnel, du gouffre comme lieu de passage vers un autre univers. C'est le cas du grand trou américain. Donc les Américains, nous dit-il, ont fabriqué un trou gigantesque, un trou sensationnel qu'ils ont transporté sur une plateforme roulante géante. Alors, bien évidemment, on est dans le monde de l'absurde, ou alors de la physique que je ne saurais pas vous expliquer, mais disons que dans l'histoire des trous noirs, le fait que finalement le trou, ça serait plus de matière que vide. Et donc la particularité de
ce trou, c'est que finalement, la faculté de ce trou, c'est de multiplier tout ce qui tombe dedans. Et donc, ce trou, il suffisait d'y plonger une chose pour qu'elle soit copiée en plein de fois. Donc, on le voit avec cette spirale, des boulettes de viande, tout y passe, en fait. Voilà, donc quand les personnages, donc les boulettes de viande, le coca, les jouets, les sandwichs, les films de science-fiction et tout ce qu'on veut. Donc jusqu'à la perte d'identité, puisque quand les personnages sont multipliés, quand ils ressortent du trou, finalement on ne reconnaît plus la copie de l'original. Donc ça arrive aux bandits, ça arrive aux agents secrets et puis ça arrive même au président. Et donc c'est très très ennuyeux, d'autant qu'il a fallu construire des maisons pour loger tous les imprudents qui étaient tombés dans le trou. Et donc finalement tout devient compliqué, mais les Américains, c'est ça qui vous rassure, ils ont toujours de bonnes idées et ils finissent par trouver une solution. Donc ils vont fabriquer une super usine gigantesque pour y fabriquer un super grand méga trou, super géant, beaucoup plus sûr, mais par un effet malencontreux de mise en abîme, mais cette fois au sens propre, la nouvelle usine et tout le matériel vont tomber dans le trou, et donc ça va se résumer par 2 pages noires, et ça doit être grave, a dit papa. Finalement, est-ce que chez toi, le noir n'est pas une couleur primaire comme les autres? Oui, alors c'est pas un hommage aux Beatles au album, pas du tout, c'est pas ça. En fait, ces projets-là, il est né il y a quelques années et en fait, raconte l'histoire d'un petit triangle noir qui cherche aussi son identité. Donc, il part en voyage et il traverse le monde des couleurs. Et tout ça est né en fait parce que moi, je travaille pas mal dans les écoles, je fais pas mal des ateliers avec les enfants. Et j'étais assez étonnée que plusieurs fois, ça m'est passé que les enseignantes, ils refusaient de faire utiliser la couleur noire. Et alors, je me suis dit, je vais inventer une histoire avec cette couleur et tout à fait, ne pas distinguer des autres comme si c'était un truc mauvais, mais intégrer cette couleur dans les autres couleurs. Donc, je fais exprès de choisir le noir, le blanc dans ce projet-là, le rouge, le bleu et le jaune, que les couleurs primaires, oui. Et ce sont aussi les couleurs de la quadrichromie, oui, voilà. C'est-à-dire en fait les couleurs de l'impression, les 4 couleurs de l'impression. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et toi, tu travailles sur de l'impression là, parce que c'est. Alors, dans ces projets-là, tout est fait, aussi dans les autres livres, tout est fait avec des tampons. Donc, il n'y a pas de contours, de lignes. C'est une impression au tampon en gomme que je fabrique moi-même, et tout est tamponné. Et voilà, donc ça se voit, on reconnaît aussi les textures, et je ne sais pas si je vais raconter l'histoire, mais peut-être après. Si, vas-y. Alors on montre les images peut-être du début, et c'est ces petits triangles qui partent un jour à la recherche de son identité, il part en voyage, et il traverse une forêt des couleurs et il observe toutes les formes et toutes les couleurs différentes autour de lui. Mais après, soudain, il y a un loup qui arrive, et en fait, si on regarde bien, le loup, il est composé, superposé de 3 couleurs, qu'il essaie de l'attraper. Donc ces petits triangles, on ne sait pas encore qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il cherche. Il essaie de partir de là-bas parce qu'il ne veut pas rester dans cette forêt. Mais il commence à pleuvoir, et aussi l'orage, c'est un orage multicolore, et tout d'un coup il se retrouve dans l'eau.
Mais heureusement qu'il y a des poissons amis qui l'accompagnent hors de ces voyages très longs. Et en fait, le début c'était la journée, et là finalement on voit la nuit. Tu as réalisé des couvertures pour Thierry Magnier, mais aussi des albums très chargés et très généreux en couleurs. Donc est-ce que peut-être tu veux bien nous raconter comment tu passes de ces albums en couleurs et avec une chronique très très puissante à un livre purement en noir et blanc? Alors, c'est pas mon premier livre, Le Noir, c'est mon premier livre en noir et blanc, parce que j'ai travaillé presque 6 années avant cet album. Je me suis rendu compte que j'étais nul en couleur. Mais non. Si, je l'assume. Je suis capable de faire des choses horribles. Bon, j'ai travaillé un petit peu dessus, mais si vous voulez, j'ai eu l'idée de cet album. D'abord, il est né à Toulouse en août 2003, en pleine canicule. Il fallait que je ressente de la fraîcheur et de l'épure et quelque chose de, justement pas de chargé. Et donc moi je suis né en Savoie, donc la forêt, la neige, ça fait partie des éléments que je connais très bien. Et donc j'ai vraiment eu le besoin de ressentir le lieu de mon dessin. Et c'est vrai que ce loup qui est noir au départ parce qu'il est caché, on ne connaît pas trop ses intentions. J'ai tout fait pour qu'on pense qu'il va attaquer l'enfant qui traverse la forêt. Donc je joue vraiment sur la peur de l'enfant en fait, sur la peur de se promener en forêt la nuit. Personnellement je ne le fais pas. Et c'est vrai que ça me fait trop peur quoi. Donc je veux vraiment que l'enfant soit en immersion totale dans l'image. Et c'est vrai que ce noir et blanc il était parfait parce que évidemment la nuit, la neige, il y avait cette évidence en fait de ne travailler qu'en noir et blanc. Je voulais éviter les arbres marrons, la veste rouge du garçon. Enfin, vraiment, je me suis dit non, on y va à fond dans le noir et blanc. Et puis avec cette variété, effectivement, cinématographique qui impose les plongées, les contre-plongées, même le travelling, l'image qu'on a vue tout à l'heure. On peut vraiment penser qu'on suit le loup qui lui-même suit l'enfant. Donc il y a l'idée de mouvement, de rythme. Et j'ai demandé la limite des couleurs, donc de travailler seulement avec les rouges, les jaunes et les bleus en feutre. Et selon la différence d'âge et des classes, on a vraiment créé des techniques aussi très drôles. J'ai apporté des exemples aussi. Alors au début, avec les petits, on a fait les vidéos. Oui. J'ai eu l'idée de demander, enfin de me renseigner pour savoir s'il y avait un moyen de découper le papier de manière extrêmement fine, extrêmement précise. Et ça a pris un petit peu de temps à trouver l'imprimeur et l'éditeur qui soient d'accord pour faire un essai de découpage. Et ça a été fait sur un dessin d'Akiko, mais en fait à partir de cet essai, l'éditrice c'est moi qui ai dit est-ce que je peux faire un livre comme ça avec ce découpage, ce papier découpé. Elle m'a répondu non, Antoine, tu peux pas, tu dois faire un livre comme ça. C'est une très bonne idée, ça me semble vraiment magnifique. Et elle n'avait pas tort, c'est magnifique. Non mais c'est comme ça qu'est né cet album-là, qui est l'album Pleine Lune, avec, je vous montre l'effet pour ceux ou celles qui ne me connaîtraient pas. Et je signale, je rappelle à tout le monde que au moment où toi tu travailles donc cette technique de la découpe laser dans un livre, cette technique-là était jusqu'alors réservée à la carterie et en fait commençait, d'ailleurs je crois que c'est de Dieu, commençait à l'intégrer dans le livre, mais personne ne t'a encore suivi depuis tout ce temps. Laissez-moi terminer ma phrase, merci. Personne ne t'a suivi depuis tout ce temps dans une gestion de cette découpe laser au sein d'un album narratif dont et le recto et le verso font totalement partie de la continuité du livre. Merci. Mais voilà, c'était la première fois qu'on utilisait le procédé sur un principe narratif, avec la contrainte effectivement que le dessin soit une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Évidemment, sur ce livre-là, la grande idée que j'ai eue,
c'est de faire un album qui s'appelle Pleine Lune. Donc l'animal qu'on découvre est parfois dans l'ombre de la lune, et quand on tourne la page, il se retrouve dans la lumière de la lune. Donc ça permet d'avoir 2 fois le même dessin pour le même prix. C'était bien astucieux. Et c'est après. Tout est enfin calme dans la forêt, je peux fermer les yeux. Et je termine sur du noir, parce que ce noir est aussi à interprétation dans l'histoire. Ça, c'est le dernier. Si, c'est bien. Enfin, Qu'est-ce que vous retenez finalement de cette très longue journée? J'en peux plus du noir. J'ai fait une overdose là. Voilà, ça y est, Antoine a la révélation.